Oh, ça marche. Oh. Mais ça marche, c'est formidable. Bon. C'était donc cela, le sens, la raison d'être de toute vie. Si l'on était là, si l'on tolérait tant d'épreuves, si l'on faisait l'effort de continuer à respirer, si l'on acceptait tant de fadeur, c'était pour connaître l'amour. J'espère que ça va le faire. J'en suis sûre. Bonjour à tous, après près de 2 mois sans toucher à ma caméra, je reviens pour la rentrée littéraire avec une personne que vous connaissez. Il s'agit d'Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Ça fait quand même 5 ans qu'on se connaît et c'est vraiment un bonheur à chaque fois de vous revoir, de vous retrouver. C'est un peu quand même 5 ans d'amitié quand même, ça fait, c'est quoi 5 ans? 5 ans, c'est les noces de bois. Les noces de bois. Ce qui est mieux que la gueule de bois. Oui, c'est quand même mieux. L'amitié est une chose bizarre. On n'aime ses amis ni pour leur corps, ni pour leurs idées. En ce cas, d'où cet étrange sentiment provient-il ? Quand j'ai entendu parler de vous pour la première fois, j'avais à peu près 20 ans. Il y a 7 ans, en 2010, ouais, j'avais à peine 20 ans, ouais. Et c'était vraiment une période où je me sentais vraiment pas bien du tout, où la vie ne tenait plus qu'à un fil, en fait. Et puis là, un titre m'apparaît, Cosmétique de l'ennemi. Je dis, bon, Cosmétique de l'ennemi, ça me parle beaucoup, parce que l'ennemi, c'est... À cette époque-là, je le connaissais bien, je le connaissais pas mal. Et puis, j'ai lu la 4e de couverture. La preuve, c'est que je suis toujours en liberté. On voit tout de suite quand quelqu'un lit. Celui qui lit vraiment n'est pas là. Cette histoire de liberté, cette espèce de quête, moi ça m'a vraiment beaucoup parlé, je l'ai lu et là je découvre Jérôme Anguste et je découvre Textor Texel. Alors Textor Texel, lui je l'aime d'amour, C'est un roman qui compte beaucoup pour moi parce que c'est un roman que je relis plusieurs fois par an et c'est le livre qui m'a permis de lire d'autres de vos romans comme Hygiène de l'assassin. L'oubli est un gigantesque océan sur lequel navigue un seul navire, celui de la mémoire. Comme Stupeur et Tremblement ou comme Le Voyage d'hiver, qui est aussi un de mes préférés, Voyage d'hiver, parce que où il est question d'amour. C'est tellement beau. Pourquoi parles-tu à voix si basse ? Parce que c'est si beau que c'est forcément un secret. Et j'ai appris beaucoup dans ce livre parce que il n'y a pas d'échec amoureux, on est d'accord, parce que à chaque rupture, on a envie de dire mais non, on n'a plus envie de se mettre à aimer, on n'a plus envie d'offrir notre cœur sur un plateau à la première personne venue. Et puis bon, 1 semaine, 2 semaines après, on se dit ah ben finalement, une fois de plus, qu'est-ce que ça change au fond dans une vie? Ça change pas grand-chose. Donc très bien vu, bravo. Et donc je voulais en revenir du coup sur Cosmétique de l'ennemi. Qui est le premier roman qui était un peu ce que j'appelle le pilier. C'est le pilier d'autres romans, de vos romans, mais pas que. Vos romans en entraînaient d'autres, de Tatiana Dronet, d'Albert Camus, de Rilke, de Charles Baudelaire, et j'en passe, et j'en passe. C'est un peu comme ça fait un peu comme une fresque, je trouve, tout ça. Cosmétique de l'ennemi, en fait, il m'a parlé beaucoup parce qu'il y avait cette quête, cette recherche de liberté, mais qui était inaccessible. Mais parce qu'il est prisonnier de son psychisme. Oui, c'est parce qu'il est prisonnier. Et il est atteint de culpabilité. C'est l'idée que la culpabilité, même quand on n'est pas attrapé, il n'y a plus de liberté intérieure. Le coupable va vers son châtiment comme l'eau vers la mer, comme l'offensé vers sa vengeance. Sans liberté, finalement, la vie n'a plus aucun intérêt, que ce soit en amour, ou pour l'écriture, pour la littérature. Et donc du coup, Cosmétique de l'ennemi, voilà, ce bébé, c'est le vôtre, mais c'est surtout le mien, c'est mon bébé, c'est je l'aime, c'est... C'est génial ce que vous dites, parce que ça veut dire... J'adore ce que vous dites, parce que ça veut dire que quand un lecteur adore vraiment un livre, il en devient l'auteur, et c'est exactement ce que je pense. Je pense que les livres n'appartiennent pas à ceux qui les ont écrits. Je pense qu'un lecteur qui vraiment tombe amoureux d'un livre devient l'auteur de ce livre. Un livre, c'est un détonateur qui sert à faire réagir les gens. Il y a cette citation tellement admirable et sublime qui m'accompagne partout au quotidien, c'est la citation, alors que je dise pas de bêtises, de Gustave Guillaume. Oui. Les choses qui plaisent à l'oreille sont celles qui plaisent à l'esprit. Oui. C'est tellement beau et c'est tellement moi aussi, quoi. Ah, c'est vrai. Oh oui, quand il y a quelque chose qui me
dans l'oreille, parce que dans l'oreille, forcément, il y a le cerveau. Oui. Et c'est vrai que moi et mon cerveau, on s'aime beaucoup, mais... je sais plus ce que je voulais dire. Je suis fascinée par vos notes, Cédric. Fascinée. Cosmétique de l'ennemi, c'est vraiment un livre que j'aimerais voir un jour adapté au théâtre. Il a été plusieurs fois en Belgique, en russe, figurez-vous. Je l'ai vu jouer au théâtre Pouchkine à Moscou. Ouais. C'était magnifique parce que je ne comprends pas un mot de russe. Moi non plus. Et cependant, je comprenais tout. Et c'était d'une beauté. Ouais. Je suis sortie de ce théâtre absolument bouleversée. Et je me disais, mais c'est moi qui ai écrit ce truc-là. Bon, c'était beaucoup plus beau en russe. Oui, en russe, ouais, ça doit être pas mal. C'est une langue quand même assez Magnifique. riche. Et Magnifique. leur manière de scander les Ah. syllabes, sont tous les pays froids, les pays nordiques, moi c'est ça. D'ailleurs, j'ai pas pu aller en Islande cet été. Ah mon J'ai pas Dieu. pu y aller parce que j'avais pas assez d'économie. Ça sera pour la prochaine Oh, fois. oui, ce sera pour la prochaine fois, oui. Je vous emmènerai avec moi dans ma valise. Ah, mon rêve, aller en Islande. D'ailleurs, à propos d'Islande, j'avais acheté ça de Björk il y Ah, a super longtemps qui est Sublime album. Oh, et c'est la version japonaise. C'est la version japonaise. Mais oui. c'est génial, ça. C'est génial, ouais. J'adore cet album. Et cet album, moi, Oh, j'en suis il est folle. tellement Le bon. post, il est magnifique. Post, ouais. Magnifique. Je suis complètement droguée à cet album. Je le connais par cœur et dans l'ordre. C'est terrible. Hyper Ballade, c'est une de mes préférées de Sublime. tout ce qu'a écrit Björk. Ouais. C'est doux et après c'est entraînant, c'est fort, c'est... Ça me fait plaisir qu'un jeune homme de votre âge aime tellement la Björk de cette période. Et je suis convaincue que c'est une musique qui va rester. Ah oui. C'est tellement extraordinaire. Je fais tout cela avant que tu ne te réveilles. Alors je peux me sentir plus heureuse d'être en sécurité avec toi. Hyper Ballade, c'est un peu comme dans vos romans en fait. Oh, que c'est gentil. Parce que Hyper Ballade, déjà Hyper Ballade, il y a le mot balade, mais Oui. aussi le mot hyper. Donc Oui. on se balade, le temps de lire de votre roman, on se balade, mais on se balade et on voit des choses. Puis on retourne sur d'autres et puis on en revoit. On s'en prend plein les yeux, plein la tête, plein le cerveau, on s'en prend partout. Mais c'est formidable. C'est formidable. C'est un peu comme même dans le rythme aussi, parce que Hyper vrai. Ballade, c'est doux. Et puis après, Et puis c'est entraînant. et puis après voilà, Oui, c'est voilà. vachement entraînant. Et votre comparaison me fait grand plaisir parce que c'est vrai que dans mes romans, j'aime beaucoup alterner les rythmes. Que parfois ça soit très lent, qu'une soirée elle soit racontée sur 50 pages, et puis après il y a 2 pages pour raconter 20 ans. Voilà, ça c'est intemporel quoi. Avec l'écriture, on peut faire un peu ce qu'on veut. Oui. C'est aussi la liberté. Et c'est ce que m'avait appris aussi beaucoup Cosmétique de l'ennemi. Parce que quand je l'avais lu, j'écrivais aussi pas mal. Et puis je me suis dit, mais si j'écris ça et ça, mais non. Et finalement, mais dans la littérature, dans l'écriture, on peut tout se permettre. Bien sûr, On peut tout se permettre. bien sûr. Depuis mon amour pour ce livre, voilà, je ne m'arrête plus, je lis et je relis beaucoup de vos romans, je revois aussi les films, Stupeur et Tremblement, Tokyo Fiancé, et puis vos interviews aussi, je les revois régulièrement. Ma préférée de vos interviews, c'est quand vous êtes à Mola pour Petroni. Ah oui, c'était très bien. J'avais adoré. L'intervieweuse était vraiment excellente. J'avais Très beaucoup aimé. aimé cet entretien, moi aussi. Très excellente. Ouh, c'est difficile. J'ai pas l'habitude, vraiment. Hein. Et depuis, Tout va bien, Cédric. Tout va bien. Nous sommes en très bien. Et depuis, à chaque année pour la rentrée littéraire, avec la régularité d'un métronome, il y a un nouveau bébé. Et comme chaque année, tel un ogre à jamais rassasié, je prends votre bébé, je le mets sous mon bras et je le mange. Ça vous fait pas peur, cette notion du lecteur cannibale? J'adore. Vous avez... J'adore. Cette dévoration-là, croyez-moi, elle me fait plaisir parce que je sens bien que c'est un acte d'amour. Oui, Et voilà, pour moi, écrire mes livres, les publier, bon, c'est une prise de risque, mais c'est aussi un acte d'amour. oui. Et cet acte d'amour-là implique la dévoration. Tant que c'est mon livre qu'on dévore, moi je suis enchantée. Ce que je veux pas, c'est qu'on me dévore moi. Mais, Oh non. mais mon livre, vous pouvez y aller. Ah bah, là, oui, sans aucun problème. J'avais un truc en tête.
Je me rappelle plus. Ça va revenir. Ah oui, ça va. L'acte d'écrire, c'est un acte d'amour parce que, comme avait dit André Comte-Sponville, le philosophe, écrire, c'est être beaucoup plus proche de la solitude et plus proche de la vérité. Donc quand on écrit, on est beaucoup plus sincère. Donc on écrit et on parle beaucoup plus avec le cœur, comme dans votre dernier roman, Frappe-toi le cœur. Je suis enceinte, j'ai 19 ans et ma jeunesse est déjà finie. Et rien qu'avec votre bic cristal bleu, vous me l'avez enfoncé dans la cage thoracique et vous avez remué. Ça a fait des choses en moi et puis il y a encore des choses qui m'échappent encore un peu. Il va falloir que je le relise. Cette relation mère-fille entre Marie et Diane, et pour une fois on a des prénoms pas... Des prénoms simples. Voilà, des prénoms simples. Pourquoi avoir choisi des prénoms simples? Alors, d'abord, je pense que arrivé à un certain stade, ça fait quand même 25 ans que je publie des livres dont les héros ont des noms à coucher dehors. À partir d'un certain stade, inverser le truc, c'est ça qui devient excentrique. Quand pendant 25 ans, vos héros se sont appelés Plectrude, Prétexta et Épiphane, tout à coup que les héros s'appellent Marie et Olivier, c'est une excentricité. Voilà, ouais. Ensuite, et là c'est une raison beaucoup plus profonde, parce que ce sont des prénoms qui font sens entre eux. Les parents de Diane s'appellent Marie et Olivier, et les personnes déterminantes qu'elle va rencontrer de manière quand même assez amoureuse, même si ce ne sont pas des histoires d'amour au sens classique du terme, vont s'appeler Olivia et Marielle. C'est une des idées que j'essaye de développer dans mon livre, c'est que toute notre vie amoureuse d'adulte, ou même nos amitiés, vont être conditionnées par les relations que nous avons eues avec nos parents. Nos parents, c'est l'école de l'amour. Les relations, l'amour que nos parents vont vous donner, c'est ce qui va nous apprendre à aimer, c'est ce qui va dicter nos passions. C'est pour ça que c'est très important de réussir ses relations avec ses parents, parce que si on n'a pas réussi ses relations avec ses parents, on va les chercher dans sa vie amoureuse. Une personne qui n'a pas eu de mère, qui n'a pas été aimée par sa mère, va se chercher en amour une mère. Or, c'est un peu embêtant, voilà, parce que c'est pas la même chose. Et si vous tombez sur une femme qui n'a pas envie d'être votre maman, ben on peut la comprendre, voilà. C'était pas son but. Voilà, et il y a une ambiguïté vraiment. L'amour nous est appris par nos parents, mais il faut que cet amour-là grandisse pour qu'on puisse connaître l'amour adulte. Voilà, exactement. Il faut vivre de ses propres expériences pour faire sa propre expérience en tant qu'être pour l'amour. Et Frappe-toi le cœur, ça m'a fait penser un peu en parallèle à Ante Christa aussi. Oui. Donc Ante Christa, il est question aussi d'une relation... toxique. Ouais, toxique. C'est très différent parce que dans Ante Christa, c'est une relation toxique entre deux jeunes filles, deux voilà, adolescentes. De l'amitié. Ce qui, bien évidemment, est abominable. Et nous avons tous connu les désastres d'une amitié toxique à l'adolescence. Ça n'a pas lieu qu'entre les filles, n'est-ce pas? Mais je pense que dans Frappe-toi le cœur, ça va encore plus loin parce que c'est carrément avec la mère. Voilà. Et la mère, bon, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est le personnage fondamental. Voilà, fondamental. Je pense que même si le père est un personnage capital dans la vie, il n'y a pas de doute, mais pour le tout petit enfant, la mère est encore plus importante parce que la relation reste fusionnelle. On se souvient qu'il y a si peu de temps, on était encore dans le ventre de cette personne. Et donc, si votre mère ne vous aime pas quand vous êtes un tout petit enfant, alors ça crée une faille existentielle, voilà. Mais irréparable. Et après, voilà, ça mène au traumatisme. Et après, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup... Voulez-vous un verre d'eau, mon cher Cédric? Volontiers, merci. C'est un très grand cru, celui-ci. Vous avez vu, on est en interview, on n'a pas de champagne, c'est très exotique. Il est vrai qu'hier soir, j'en ai bu tellement. J'ai hésité à venir avec une bouteille de champagne aujourd'hui. Vous avez très bien fait de ne pas le faire, Cédric, parce que hier, c'était ma dédicace de rentrée. C'était formidable, mais j'ai bu vraiment beaucoup de champagne. L'ivresse ne s'improvise pas. Elle relève de l'art qui exige don et souci. Donc, Frappe-toi le cœur, pour cette année 2017, c'est le 26e. Oui. Mais la réalité est bien plus grave parce que vous en avez écrit 3 fois plus. Et c'est donc, en fait, c'est le 87e écrit et je suis en train d'écrire le 89e. Comme ça, vous avez tous les chiffres. Donc, vous voyez que mes proportions restent vraies année après année. Ouais. J'écris environ 3 livres par an et pour n'en publier qu'un.
Voilà, et donc du coup, c'est vous qui choisissez. C'est moi qui choisis. D'accord. Aux grandes dames de mon éditeur qui est ici, chez qui nous sommes, Qui a envie qui de... lui voudrait oui. absolument tout voir et faire le choix lui-même, mais ce serait une erreur fondamentale puisqu'il faut absolument garder son éditeur en état de supplication. De Bien lui faire génification. Voilà, bien lui faire comprendre que c'est soi qui commande et pas lui. Voilà, c'est l'écrivain, le maître à bord. Oui, et vous savez, c'est pas facile de garder ça parce que Non. les éditeurs adorent commander. Bon, il y a des quantités de questions pour lesquelles je suis très heureuse que l'éditeur commande. Moi, je sais pas combien de romans il faut commander pour telle ou telle librairie, ni par quel moyen de transport il faut les conduire aux quatre coins de la France. Donc là, je suis heureuse qu'il commande. Par contre, pour le texte, je veux quand même qu'on me laisse les commandes à moi. Oui, voilà, vu que c'est votre texte. Donc, d'ailleurs, est-ce que vous faites, quand vous écrivez, vous faites tout d'un premier jet ou alors les ratures, vous ne faites pas d'organisation, pas de plan? Je ne fais jamais de plan et ce n'est que du premier jet. D'accord. Bon, c'est un premier jet assez spécial en ceci que, avant d'écrire mes livres, je les écris dans ma tête. Donc dans ma tête, il y a beaucoup de ratures. D'accord. Mais les plans, les ratures et tout cela n'existent que dans ma tête. Encore le mot de plan ne correspond-il pas parce que, en vérité, ce n'est pas un plan, c'est une intuition. C'est aussi pour ça que je parle de grossesse chaque fois que je suis en train d'écrire un livre. Ça vous dit bien qu'il y a un instinct de cette chose-là. Et que cette chose-là, finalement, c'était toute seule. De même qu'une femme enceinte, bien sûr, espère faire un très bel enfant, mais elle ne peut pas commander à son bébé d'être beau. Elle voudrait bien, oui, mais elle ne peut pas lui commander. Il y a une part d'incertitude qui est gigantesque. Et c'est la même chose pour ces grossesses-là. Alors, je ne dis pas que je n'ai aucun contrôle de la situation. J'en ai un certain, mais je sais très bien que mon pouvoir est limité. Que malgré tout, c'est l'histoire qui s'empare de moi. Je suis possédée. L'idée d'être écrivain, c'est de parvenir à surfer sur cette possession, à être à la fois possédé jusqu'à la moelle, parce que c'est une aventure passionnante d'être possédé jusqu'à la moelle, mais en même temps de garder un certain contrôle de la situation. D'abord pour ne pas devenir complètement dingue. Ah oui, parce qu'être écrivain, ça demande beaucoup d'énergie. Ça pourrait être, je me souviens surtout dans mes jeunes années, il y avait des jours, quand j'étais à Bruxelles et que j'étais pas publiée, je pouvais passer des journées entières à écrire, et c'était des journées fascinantes, mais je me souviens que à la fin de la journée, tout à coup, je me dis, mais est-ce que je suis pas en train de devenir complètement dingue? Parce que je me crée tellement mon monde que si ça se trouve, j'ai tout à fait déconnecté avec la réalité. Si tu écris chaque jour de ta vie comme une possédée, c'est parce que tu as besoin d'une issue de secours. Être écrivain, cela signifie chercher désespérément la porte de sortie. Je pense que j'ai une vie plus équilibrée maintenant que je publie des livres et que, par exemple, je rencontre Cédric Armel et que je vois que peut-être je suis complètement dingue, mais Cédric Armel l'est aussi. Oui. Donc c'est assez rassurant. Ça va, il y a une alchimie, donc ça vaut. Oh, c'est génial, on calcule même le temps. Oui, j'ai pris avec le retour caméra exprès parce que vous m'épatez, c'est mon ancienne caméra, il faut toujours regarder derrière. Oh, c'est chiant ça. Et là, on a c'est là en plus on se voit, c'est mignon. C'est magnifique, c'est super. Vous parliez de grossesse. Je vais y arriver, tout va bien. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cher Cédric. Quand vous commencez à écrire un livre, il faut la petite graine finalement. Oui. Et la petite graine, c'est vous qui allez la chercher ou est-ce que la petite graine vient à vous? Comment se manifeste votre inspiration? Grande question que vous posez là. En vérité, c'est la petite graine qui vient, mais encore, pour que je puisse la recevoir, il faut que je sois en état de disponibilité constante. D'accord. Donc c'est un juste équilibre entre les deux. Ouais. Une idée, ça ne se cherche pas. Quand on cherche une idée, elle ne vient pas. Ce qu'il faut, c'est rester dans son inconscient et se montrer disponible à ce qui se passe. Vous savez, le groupe Radiohead, une des raisons pour lesquelles j'aime tellement le groupe Radiohead, c'est pas seulement parce que leur musique est absolument géniale, mais parce que ce simple nom de Radiohead indique un fonctionnement qui est aussi le mien. C'est-à-dire que la tête est aussi un émetteur radio. Une tête, c'est une radio. Et tout l'art est de saisir les ondes qui passent sans pour autant être totalement passif. Voilà, si vous êtes tout à fait passif aux ondes qui passent, il va rien se passer. Puis vous devenez dingue. Il y a moyen, alors on devient bon pour l'asile.
l'idéal, c'est d'être un petit peu disponible à ce qui passe. Voilà. Tout est affaire d'équilibre. Comme dans l'ombre et la lumière, il y a l'un ne va pas l'un sans l'autre en fait. C'est ça. L'ombre a besoin de la lumière plus que la lumière a besoin de l'ombre finalement. Vous avez tout à fait raison. Et c'est ce que j'aime moi appeler ces choses de la vie un peu comme un zèbre en fait. Parce que la vie n'est pas trop noire, parce que sinon on se fout une balle dans la tête et hop, terminé. Et c'est pas non plus trop blanc. Bah non. Faut pas non plus. On a tous vécu, donc on a tous souffert. Voilà, la vie c'est du gris finalement. C'est du gris. Est-ce que tu veux vivre ou est-ce que tu veux mourir? Je veux vivre. La vie c'est du gris, comme dans Frappe-toi le cœur, parce que il y a du blanc, il y a des côtés qui font rêver, et il y a des côtés où c'est quand même un peu plus grave. Comme dans la jalousie, certains disent que c'est une preuve d'amour et d'autres un manque de confiance en soi. Vous la voyez comment, vous, la jalousie? Je ne vois certainement pas la jalousie comme une preuve d'amour. Bon, j'ai conscience que d'illustres personnes ne sont pas du tout d'accord avec moi. Par exemple, Proust, qui est quand même l'un des plus grands écrivains et des plus fins psychologues qui ait jamais existé. Proust dit que la jalousie, à ses yeux, c'est 95% de l'amour. Bon, c'est un point de vue assez radical, mais la vie amoureuse de Proust illustre parfaitement cette théorie. Dans ma vie amoureuse à moi, ça se passe pas du tout comme ça. Il m'est déjà arrivé d'être jalouse, mais d'abord, je trouvais ça infernal. Deuxièmement, je trouvais pas que c'était la preuve je ne trouvais pas du tout que c'était une preuve d'amour. Quelle est votre plus grande preuve d'amour? Ah, mais là, nous sortons la plus grande preuve d'amour, celle que moi j'ai faite. Ou alors, quelle est pour vous la plus grande preuve d'amour qu'on puisse faire sur Terre? C'est d'accepter l'autre vraiment comme il est. C'est de ne pas essayer de le changer, c'est de le prendre comme il est, de le comprendre comme il est. Voilà, de l'accepter. Ça a l'air d'être une énorme tarte à la crème, ce que je raconte. Mais c'est vrai. Mais c'est énorme. Vrai. Accepter l'autre comme il est et ne pas essayer de le changer, c'est bien difficile. C'est difficile, c'est vrai. Tomber amoureux est le phénomène le plus mystérieux de l'univers. L'amour n'a aucun sens, et c'est pour cette raison qu'il est sacré. Le coup de foudre à retardement est le plus gigantesque défi à la raison. Ce livre, Frappe-toi le cœur, c'est un conte pour, pas pour les enfants, comme Ricky à la houppe ou Barbe Bleue, qui sont quand même des contes aussi assez noirs. Là, c'est ce que j'appelle moi des contes pour les grands enfants, pour les adultes, ce que j'appelle moi des contes en polar. Je trouve ça, ce mot valise, assez intéressant parce que y a cette part enfantine dans l'écriture, mais avec un message qui s'adresse aux adultes. Vous savez, je ne cible pas un public particulier. Je suis lue par des gens de tous les âges, y compris par des gens de 12 ans. À 12 ans, on est encore un enfant. Donc, la terminologie de conte pour adultes ou même conte pour enfants, c'est pas du tout un truc qui me choque. D'ailleurs, regardez les contes pour enfants, regardez Barbe Bleue, regardez Ricky à la houppe, j'en ai fait des versions aussi. Les gens ne sont pas indifférents à l'extrême beauté. Ils la détestent très consciemment. Le très laid suscite parfois un peu de compassion. Le très beau irrite sans pitié. La clé du succès réside dans la vague joliesse qui ne dérange personne. Ce sont des contes qu'on peut lire à tous les âges. Bien sûr que les enfants adorent Barbe Bleue et Ricky à la houppe. Mais faites l'expérience, relisez Barbe Bleue à votre grand âge de 27 ans, mon cher Cédric, et ça fonctionne très bien. C'est aussi le génie de ces histoires, c'est qu'elles fonctionnent à tous les âges de la vie. Elles ont quelque chose à nous apprendre à tous les âges de la vie. Évidemment qu'on ne lit pas Barbe Bleue de la même façon à 27 ans qu'à 10 ans. Voilà. Mais ça fait réfléchir et ce que ça a apporté est toujours très utile, très, très beau, très vivant. Alors dans Frappe-toi le cœur, je faisais encore autre chose puisqu'il ne s'agit pas de la réinterprétation d'un conte, il s'agit
d'une histoire qui commence comme un conte. C'est vrai que quand les quelques premières pages, on se dit, oh c'est charmant cette petite Marie dans sa petite campagne qui va épouser le plus beau gars du village. Marie aimait son prénom. Grande et bien faite, le visage éclairé de blondeur, elle ne laissait pas indifférent. Mais par la suite, on voit que le conte ne se prolonge pas longtemps, qu'on en arrive très vite dans la réalité la plus sordide. Ça va vachement loin, c'est de plus en plus sombre. Et... Quand Diane interrogeait Nicolas, il se contentait de hausser les épaules. Maman est timbrée avec Célia, c'est tout. Pour le reste, ça va. Qu'est-ce qu'elle dit sur moi en mon absence? Elle ne parle jamais de toi. On se dit que ça ne pouvait pas être plus long, parce que vous écrivez des romans qui sont courts. Oui, ça c'est vrai que pour ce qui est de la longueur, je sais qu'il y a des lecteurs qui disent « Ah non, mais Amélie Nothomb, moi ça ne va pas parce que c'est beaucoup trop court ». Ça veut dire qu'ils ne m'ont pas lu, parce que vraiment, d'abord c'est du concentré de tomates, hein, et ensuite c'est tellement insoutenable que si ça durait plus longtemps, eh bien ce serait épouvantable. Ça deviendrait de la littérature doloriste, et moi j'ai horreur de la littérature doloriste. Ça ne veut pas dire que j'ai horreur de la tragédie. Je pense que tous les livres que j'écris sont des tragédies. Mais il y a une immense différence entre écrire une tragédie et écrire quelque chose de doloriste. La littérature doloriste, vous savez, c'est la littérature qui se complaît dans la souffrance. Et c'est des pages, et je souffre, et elle souffre, et c'est abominable. C'est le martyr. On comprend que le personnage souffre. Nous savons tous ce que c'est. Nous souffrons tous. Donc nous n'avons pas besoin de complaisance dans l'évocation de la souffrance. C'est aussi pour ça que l'étiquette de conte me convient. Dans les contes, il est somme toute question d'histoires abominables, graves, avec parfois de l'anthropophagie, de l'inceste, enfin des abominations. Mais on ne s'appesantit pas sur l'horreur. On signale que l'horreur a lieu, ce qui est vrai, ces horreurs ont lieu tous les jours. Mais voilà, bon, la vie continue. Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie, c'est là qu'est la pitié, la souffrance et l'amour. Ce titre-là, est-ce que vous avez d'abord lu Alfred de Musset avant, ou alors c'est le titre qui est venu après en fait? C'est-à-dire Musset, je l'ai lu il y a bien longtemps, mais ça fait partie de ma digestion. Quand je suis tombée enceinte de cette histoire, je ne savais pas du tout quel serait son titre, et donc j'ai commencé à l'écrire, et à mi-parcours, tout à coup, j'écrivais le dialogue entre Olivia et Diane, et tout à coup, Diane dit « Moi, ce qui m'a passionné, ce qui m'a fait m'intéresser à la cardiologie, c'est ce vers de Musset, frappe-toi le cœur, c'est là qu'elle vit. » Et là, tout à coup, je suis restée interdite. Mais le voilà le titre, frappe-toi le cœur. Ah, frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. C'est là qu'est la pitié, la souffrance et l'amour. C'est là qu'est le rocher du désert de la vie, d'où les flots d'harmonie. Quand Moïse viendra, jailliront quelques jours. Ça ne pouvait pas mieux coller par rapport à la relation mère-fille et à cette passion qu'a Diane pour la cardiologie. Et aussi au fait que son cœur a été ravagé par l'absence d'amour de sa mère et par la jalousie de sa mère. Le cœur est vraiment un organe fascinant parce qu'il est totalement ambivalent. En même temps, c'est un muscle, l'organe de la respiration et tout ça, et c'est de la viande, hein, c'est moche, hein, que si vous voyez un cœur en vrai, c'est moche. Et en même temps, c'est vrai que c'est le siège des sentiments. C'est pas vrai que c'est dans le cerveau. On en a tous fait l'expérience. Quand on est blessé, c'est là qu'on souffre, c'est pas là qu'on souffre. Non. Donc c'est vraiment un organe fascinant en ceci qu'il est tout à fait à mi-chemin entre l'incarnation la plus totale et la désincarnation la plus absolue. Donc oui, c'est là qu'est le génie. Ta sœur est jalouse, tout simplement. Pourquoi elle est jalouse? Parce que je ne lui donne pas autant de bisous qu'à toi, ma chérie. Et pourquoi tu ne lui donnes pas autant de bisous qu'à moi? Parce qu'elle est froide. Elle l'a toujours été. Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie, parce que le génie vient du cœur, et ça me fait penser à ce que... Tout va bien, tout va bien. Le cœur n'est pas qu'une usine à sentiments. Le cœur est aussi une usine à colère et à rage. Mais je pense que tout grand écrivain écrit
d'abord avec son cœur. Pas que, évidemment, qu'il y a bien d'autres Oui. choses qui entrent en jeu dans l'écriture. Mais ça part du cœur. Musset a raison. Oui, au début, tout part du cœur. Après, il y a la main, il y a les lèvres, il y a les couilles, la bite. Mais là, vous ne cessez de citer Prétexta. Oui. N'oubliez pas que Prétexta, ce n'est pas seulement qu'il il ne dit pas uniquement la vérité. Prétexta est un très grand provocateur. Bon, il a raison parce que c'est très intéressant d'être un provocateur. Regardez Socrate. Socrate aussi est un très, très grand provocateur. Pour écrire, il faut aussi un cœur. Un cœur? Grand Dieu, pourquoi faire? Pour les sentiments, l'amour à titre de sensibilité, d'affectivité, d'émotivité, voyons. Tout ça dans un bête cœur plein de cholestérol. Donc, la littérature n'a donc rien à voir avec les sentiments? Je crois que nous n'avons pas la même conception du mot sentiment. Pour moi, vouloir casser la gueule à quelqu'un, c'est un sentiment. Pour vous, pleurer dans la rubrique courrier du cœur d'un magazine féminin, c'est un sentiment. Quand Hygiène de l'assassin est sorti en 1992, est-ce que vous vous êtes dit que vous seriez ici plus de 25 ans après, ici face caméra? Jamais. Jamais. Jamais, d'autant plus qu'à l'époque vous aviez 2 ans, je veux dire, Oh, 2 ans. et que j'étais bien loin, d'abord j'étais bien loin de m'imaginer que j'aurais du succès, j'étais encore plus loin de m'imaginer que mon succès durerait plus de 6 mois, et alors si on m'avait dit que 25 ans plus tard, un bébé de 2 ans, alors maintenant âgé de 27 ans, s'intéresserait à mes livres, alors là je me serais dit, mais c'est de la science-fiction. Et comment il est né ce livre, Hygiène de l'assassin? Comment Il est né de la chose la plus ordinaire du monde, c'est-à-dire que tout écrivain a envie de parler de soi, et je ne fais pas exception à la règle. Par ailleurs, j'étais tout de même assez lucide pour me rendre compte que Amélie Nothomb, 23 ans, c'est pas très intéressant. C'est pas plus intéressant que n'importe qui. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais me déguiser, et tant qu'à s'offrir un déguisement, eh bien, à fond. Voilà. Prenons des grands moyens. Je suis jeune, prenons un vieillard. Je suis une femme, prenons un homme. Je suis relativement aimable, prenons un personnage parfaitement odieux. Je suis d'une innocence adorable, prenons un véritable criminel. Et ainsi de suite. Mais si vous retournez toutes les caractéristiques de Prétexta, finalement vous tombez sur moi. Donc finalement c'est totalement mon histoire. Exactement. Et vous disiez tout à l'heure off, mais je trouve qu'il faut le dire devant la caméra, vous aviez dit que vous étiez la nouvelle Nina. J'en conclus que je suis le nouveau Prétexta. Donc vous vous rendez compte que cet entretien va se terminer par une séance de strangulation. Aïe aïe aïe. Croyez-vous qu'elle fut étonnée quand j'ai entouré son cou de mes mains? Pas du tout. Nous sourions l'un et l'autre, les yeux dans les yeux. Ça se trouve, ce sera peut-être vous qui allez m'étrangler. Hein. Oh mais non, moi je n'étrangle personne, vous savez, je suis comme l'agneau qui vient de naître. Sa tête s'est renversée vers l'arrière, sa bouche ravissante s'est entr'ouverte. Ses yeux immenses avalent l'infini, à moins que ce ne soit le contraire. Son visage est un grand sourire, et voilà, elle est morte. Je desserre l'étreinte, je lâche son corps qui glisse dans le lac, qui fait la planche. Ensuite, Léopoldine coule et disparaît. Vous avez jamais pensé à imaginer une suite d'Hygiène de l'assassin? Parce que jamais. Quand Nina fait son œuvre à la fin, on ne sait pas où elle va. Ah bah oui, mais ça, ce sont... Beaucoup de gens m'ont dit ça, et pour Hygiène de l'assassin, et pour beaucoup d'autres de mes livres. Franchement, ça ne m'effleure pas. Une grossesse, ben, on n'est pas enceinte on n'est pas enceinte de son enfant à vie. On est enceinte de son enfant pendant 9 mois. Après, bien sûr qu'il continue sa vie. Mais vous imaginez la mère qui ne supporterait tellement pas qu'elle garderait son bébé dans son ventre jusqu'à la fin des temps? Mais bonjour Ça, la grande oui, malade. Ça va faire un ventre énorme déjà. Et puis en plus, une bonne mère est quand même une mère qui convient qu'à partir d'un certain moment, Voilà, il faut le laisser. non seulement le gosse fait ce qu'il veut, mais même il vaut mieux qu'elle ne sache pas ce qu'il fait. Je pense qu'on considère que son enfant est adulte le jour où on se dit je préfère ne pas savoir ce qu'il fait. Bien sûr, je veux un petit peu savoir. Mais par exemple, sa vie amoureuse, sa vie sexuelle, je ne veux pas savoir. Bien sûr, il peut me présenter sa fiancée s'il veut, mais j'ai pas envie de savoir ce qu'ils font ensemble. L'enfant eut le cœur comprimé de souffrance.
Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose de fort, de clair, chuchotait. Moi, je me souviens. Moi, je sais que ce n'était pas un rêve. Moi, je sais que la déesse est ma mère et moi, je sais qu'elle m'aime comme je l'aime et que cet amour existe. Vous êtes mère de famille nombreuse, vous écrivez beaucoup. Est-ce que vous avez peur qu'un jour, que la famille soit au complet, que jamais il n'y aura un autre... La page blanche, par exemple, comment vous... Je n'ai vraiment pas cette peur-là. Peut-être est-ce de l'inconscience de ma part, mais je comprends que je n'ai pas cette peur, compte tenu du fait que j'ai commencé à écrire à 17 ans, j'en ai 50, donc ça fait bien plus de la moitié de ma vie que j'écris, et que somme toute, j'ai été atteinte par à peu près tous les syndromes dont un écrivain soit capable, sauf celui de la page blanche. Je dis souvent que je crois avoir trouvé le secret d'inspiration, il est tout simple. Il s'agit de ne jamais s'arrêter. L'inspiration, c'est un mouvement qui prend possession de vous. Et il faut avoir le talent et le courage de rester continuellement dans ce mouvement. Si vous restez dans ce mouvement, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête. Moi, je n'ai aucune interruption entre deux livres. C'est-à-dire qu'à l'instant où j'écris le mot fin, d'ailleurs que je n'écris pas, quand j'arrête un manuscrit parce que je sais qu'il est fini, qu'il est sorti tout entier de moi, tout de suite, vous passez au prochain moment. C'est une façon de rester tout le temps dans le mouvement. Une fois qu'on a attrapé cette formidable force, c'est à l'écrivain de la garder. C'est comme, vous savez, c'est comme les hommes préhistoriques, quand ils avaient trouvé le feu, ils le gardaient parce qu'ils ne savaient pas comment allumer de nouveaux feux. Et pour moi, c'est la même chose. Voilà, je suis un homme ou une femme préhistorique qui a trouvé le feu et j'entretiens la flamme. Vous êtes préhistorique parce que vous n'avez pas Internet, vous n'avez pas Facebook, vous n'avez pas YouTube. Mais je suis préhistorique pour bien d'autres raisons encore, parce que sinon, je pourrais être médiévale, par exemple. Mais je ne suis même pas médiévale. Je pense que je suis un être extraordinairement ancien. Et alors, bon, ça va, je suis présentable, je n'ai pas l'air tout à fait sortie de ma caverne, mais je crois que si on vit avec moi, si on apprend à vraiment me connaître, en fait, si, je suis vraiment sortie de ma caverne. Je me sens très proche de tout ce qui est très primitif. D'accord. Quand j'ai rencontré les Indiens d'Amazonie, qui vivent d'une façon encore très proche de la façon de vivre de la préhistoire, je me suis sentie exactement comme eux. Par exemple, dans le langage préhistorique est un langage que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons que reproduire par l'imagination. Eh bien, bien sûr, je n'ai aucune preuve de ce que j'affirme, puisque je n'ai jamais vécu la préhistoire. Mais je suis convaincue que mon rapport au langage est un rapport extrêmement préhistorique. D'où mon obsession pour la musique, d'où ma façon de créer à partir de rythmes. Voilà, c'est peut-être pas visible, ou alors peut-être que c'est complètement visible, mais je suis une personne de la préhistoire. Voilà, donc du coup, vous n'écrivez pas sur un ordinateur, vous écrivez au papier et au stylo. Oui, et encore, déjà, c'est une concession à la modernité, puisque les véritables hommes préhistoriques... Oui, ils au marteau et au burin. Voilà. Mais ils peignaient dans leurs grottes. Et alors, pour moi, le comble de l'art, c'est ce que les Mayas... Bon, les Mayas, vous me direz, c'est pas des créatures préhistoriques, mais enfin, c'est quand même très ancien. C'est qu'ils ont fait ce qu'on appelle des géoglyphes. Les géoglyphes, c'est des peintures sur la terre qui n'étaient visibles que du ciel. C'est-à-dire qu'ils créent des œuvres d'art visible uniquement des dieux. Je trouve que c'est un acte de foi absolument génial de faire ça. Parce que ces gens-là ne savaient pas qu'on allait un jour inventer l'aviation. Et maintenant, quand on survole le Pérou, on voit les géoglyphes. C'est absolument grandiose. C'est passionnant. Alors, mon ambition délirante, c'est de penser qu'en fait, ce que je crée, c'est un géoglyphe. Oui, c'est de la musique. Et vous dites que les préhistoriques, ils écrivent, ils peignaient. Et ça peut aussi vous correspondre parce que je crois que c'est Voltaire qui avait dit je suis pas sûr que ça soit Voltaire, mais l'écriture c'est la peinture de la voix. Oh, que c'est beau. Ça va, je trouve ça tellement beau que cette citation. Écoutez, c'est une citation magnifique, donc oui, mais bien sûr, c'est ce que j'essaye de faire, de la peinture de la voix, c'est exactement ça. Peindre un son, c'est magnifique. C'est magnifique, parce que pour écrire tous les matins, sans exception, vous avez besoin d'un thé beaucoup trop fort. Donc ce thé, c'est un peu votre gouache.
et l'écriture et le stylo, votre pinceau. Et puis ensuite, vous peignez sur la toile. C'est une métaphore qui me convient, mais je pense que la métaphore encore plus juste serait de dire que le thé, c'est mon instrument chamanique. Mon petit pouvoir chamanique à moi, c'est l'écriture. Et tout chaman a besoin d'une porte pour entrer dans l'autre monde, d'un passage, des tambours par exemple, ou parfois des breuvages très particuliers. Et moi, mon breuvage très particulier, ça tombe bien, il est légal. C'est le thé. C'est le thé. Quand je bois mon thé du matin et si je commence tout de suite à écrire dessus, c'est-à-dire que il faut tout de suite le faire agir. C'est parce que si je bois mon thé et que je n'écris pas, il ne se passe rien. Non, il ne se passe rien. Mais si j'écris tout de suite, alors ce thé se transforme en transe. Et alors j'ai mon petit pouvoir chamanique, je crée un son. C'est absolument fascinant. Et ça donne le sentiment d'être possédé. Je trouve que dans ce qui rend la vie beaucoup plus intéressante, c'est quand on est possédé. Exactement. Quelle est la différence entre les yeux qui ont un regard et les yeux qui n'en ont pas? Cette différence a un nom. C'est la vie. La vie commence là où commence le regard. C'est du thé noir... Écoutez, n'importe quel thé indien peut convenir, de préférence du thé noir en effet. En l'absence, il m'est déjà arrivé de n'avoir plus aucune trace de thé noir dans la maison. Ça peut aussi fonctionner avec des thés chinois verts, mais c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile à digérer. Que quand il est bien évidemment question de thé beaucoup trop fort. Si c'est pour boire du thé léger, alors n'importe quel thé vert. de la tisane. Mais essayez, si vous prenez par exemple le thé chinois au jasmin qui est tellement délicieux qu'on boit au restaurant chinois comme ça, essayez de le préparer très fort. Vous allez voir que ça attrape un goût, mais on dirait de la dynamite. Et que pour le supporter, eh bien bonjour. Paradoxalement, le thé noir très fort est moins écœurant que le thé vert très fort. C'est pour ça que je choisis plutôt le thé noir très fort. D'accord. Et une fois que votre demi-litre est englouti, vous vous mettez à écrire tout de suite. Et qu'est-ce que vous ressentez au moment de l'écriture? Parce que moi... quand j'écris, j'ai l'impression que la Terre s'arrête de tourner en fait. Alors ça, je peux vous dire ce qui se passe en dehors de moi, en dehors de l'écriture. Quand je suis dans l'écriture, le monde n'existe plus. Je me pose même pas la question de ce qu'il arrive. Je suis à fond dans mon truc. Je pense que si la fin du monde se produisait quand je suis en train d'écrire, je pense que je ne la remarquerais tout simplement pas. Donc je suis là dans la transe. Et quand on est dans la transe, le corps obéit à d'autres lois. On entend son cœur pulser dans ses oreilles comme un sonar. J'appelle ça aussi le sous-marin de l'écriture. Et c'est là que j'entends le son que je veux reproduire sur le papier. Et c'est là que je peins le son, puisque je n'ai pas d'autre, je ne connais malheureusement absolument pas le solfège. Et ce que j'écris ne peut pas prétendre être de la musique. Mais il s'agit quand même de la transcription d'un son avec les moyens du langage. J'aimerais bien essayer, moi, le thé noir très fort. Mais allez-y. J'ai peur de tomber malade, par contre. Ah, ben, parfois on tombe malade, hein, mais il faut risquer. Vous savez, il faut parfois risquer sa santé si on veut obtenir quelque chose de grand dans la vie. C'est vrai. L'écriture, c'est pas un truc pour les chachottes. Non. J'aime qu'on parle comme on se déshabille, non pour se montrer comme font les exhibitionnistes, mais pour cesser de se cacher. On n'est jamais si heureux que quand on a trouvé le moyen de se perdre. C'est pour ceux qui ont envie de se reconnecter avec la réalité. Exactement. C'est ça. Là, c'est une phrase extrêmement mystique, ce que vous venez de dire, parce que beaucoup de gens ont dit depuis Montaigne que l'écriture, c'était la tour d'ivoire, c'était se mettre à l'abri du monde. Et je pensais exactement le contraire. Je pense que plus on s'enferme de l'écriture, plus au contraire on est en ouverture sur le monde, parce que c'est peut-être la façon la plus directe de rejoindre la vraie réalité. C'est évidemment un parti pris mystique, mais quand on est dans cette transe d'écriture, on sent vraiment ça. On sent qu'on est enfin en contact avec le réel, et un réel tellement plus fort que celui qu'on a tout simplement en marchant dans la rue, en allant prendre le métro. Les gens sont des pays. Il est merveilleux qu'il en existe tant et qu'une perpétuelle dérive des continents fasse se rencontrer des îles si neuves. Et ça permet de s'ouvrir un peu plus au monde, aux autres, ça permet de comprendre la vie, le monde qui nous entoure. Et moi, c'est ce que les livres m'ont beaucoup appris. Déjà, j'ai appris qu'une liberté en littérature, c'était possible, mais j'ai surtout appris qu'en littérature, tout le monde avait droit à sa part de bonheur en littérature. C'est tellement vrai.
déjà c'est vrai aussi bien pour ceux qui écrivent que pour ceux qui lisent. C'est toujours ce que j'ai envie de dire aux lecteurs, quand des lecteurs, des jeunes lecteurs, mais pas que des jeunes, me disent mais moi ça me plaît plus de lire, j'ai arrêté. J'ai envie de leur dire mais c'est pas possible, regardez, il y a tellement de livres, vous n'allez pas me dire que dans tous ces livres il n'y a pas un livre qui est fait pour vous. Voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé le livre au bon moment. Exactement. Moi, le livre au bon moment, avant Cosmétique de l'ennemi, ça a été le parfum de Patrick Susskind que j'ai relu cet été, en juillet, parce que le roman se passe en juillet. Et ça m'a fait du bien de le relire, parce qu'en relisant un roman, on se rend compte qu'on avait loupé certaines choses. Et mais le parfum, je l'aime d'amour. Le parfum, je l'ai en anglais, je l'ai aussi en DVD, en film. Et vous avez tout à fait raison d'abord, parce que c'est un très beau livre, mais là vous avez dit une chose très importante, c'est que quand on aime un livre, il faut absolument le relire. Il faut le relire. Une lecture. Alors parfois je dis ça à des gens et des gens disent mais enfin c'est n'importe quoi. Au contraire, moi je veux découvrir des nouveaux livres, c'est du temps perdu. Non, c'est pas du temps perdu. Parce qu'au contraire, du fait que vous relirez ce livre qui vous a tellement plu, vous en jouirez mieux et ça vous permettra d'aborder beaucoup mieux tous les autres livres. Voilà, c'est ça. Pourquoi limiter ces petits plaisirs de l'existence? Le plaisir est une merveille qui m'apprend que je suis moi. Tout ce que l'on aime devient une fiction. Est-ce qu'il y a des livres, vous, que vous relisez souvent? Oh mon Dieu, mais oui, mais il n'y a que des livres que je lis. Moi, je suis une très grande lectrice, mais je suis une énorme relectrice. Je crois que je suis la plus grande relectrice de tous les temps. Alors, il y a des livres que je relis chaque année. Je relis une fois par an Le portrait de Dorian Gray. C'est indispensable. C'est une définition de l'art. Les livres que le monde juge immoraux sont ceux qui lui tendent le miroir de son ignominie. De nos jours, les gens savent le prix de tout, mais ne connaissent la valeur de rien. J'ai relu 64 fois La Chartreuse de Parme. Le courage consiste à savoir choisir le moindre mal, si affreux soit-il encore. J'ai relu plus de 100 fois Les Jeunes filles de Monterland et je suis prête à le relire n'importe quand. C'est un livre abominable, d'une force et d'une vérité extrême. Être aimé plus qu'on aime est une des croix de la vie. Nous sommes plus près d'aimer ceux qui nous haïssent que ceux qui nous aiment plus que nous ne voulons. Je relis très régulièrement mon livre préféré de la Terre, qui est La Princesse de Clèves. Si vous jugez sur les apparences, vous serez souvent trompé. Ce qui paraît n'est presque jamais la vérité. Là, je suis en train de relire tout Proust, parce que Proust, une lecture, ça suffit pas. Hein. Ça ne suffit pas, non. Donc, et relire, c'est parfois quand on... Ce qui est très intéressant aussi, c'est de relire le même texte tous les 10 ans, parce que forcément, en 10 ans, on change. Et de voir tout ce qu'on capte différemment. Lecteur, relisez. C'est là qu'est le génie. Génial. Je pense que là, on a une fin parfaite, vous ne pensez pas? On peut aimer quelqu'un aussi longtemps qu'on peut le comprendre. Merci beaucoup, Amélie. C'est moi qui vous remercie. C'était un bonheur immense. Je n'ai jamais fait une telle interview de toute ma vie. C'est très original. Moi, c'était une première pour moi. Alors, je sais que je suis un petit peu directive, hein, mais croyez-moi, c'est parce que je vous aime. C'est réciproque. Merci beaucoup. Merci de tout mon cœur. Je vous aime très fort, Cédric. C'est un truc formidable. Et surtout, continuez d'écrire parce que le monde a besoin de personnes. Ah, mais vous savez, je crois que vous n'êtes pas débarrassé de moi. De tout mon cœur, merci d'avoir pris le temps de me regarder, ça me fait très plaisir. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour la vidéo spéciale Rentrée littéraire 2017. En attendant, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, je vous aime.